Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette conférence du cycle L'humain recomposé qui est organisée par l'Espace Mendès France en partenariat avec l'Université de Poitiers et le CHU de Poitiers, qui est d'ailleurs organisée sous la direction d'un comité scientifique, Lydie Baudiou, maîtresse de conférences en histoire de la Grèce antique, et Thierry Huet, professeur, praticien hospitalier et directeur de l'IRTOMIT. Alors, ce cycle de l'humain recomposé, il s'intéresse aux enjeux de réparation, on pourrait dire, de l'être humain, notamment dans le rapport au corps, mais aussi à la psyché, et finalement au lien qu'il peut y avoir entre des enjeux de santé et des enjeux de société, d'évolution de la société, d'inclusion. Voilà. Et plus largement, d'ailleurs, je soulignerai que la santé, elle occupe une place importante dans les thématiques qu'on traite ici à l'Espace Mendès France, notamment, justement, le précédent semestre, les troubles du neurodéveloppement. Je pense par exemple à la conférence Les troubles, parlons-en, qui a eu lieu en novembre dernier, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Espace Mendès France, où le même mois, il y a eu la projection, par exemple, du documentaire Leur mot à dire d'Alexandra Riguet, qui parlait des troubles 10. Vous savez, tous les troubles dyslexie, dyspraxie et autres. Et ce soir, nous allons parler d'autres troubles du neurodéveloppement, les TSA. On dira souvent TSA pour aller plus vite. Donc, je pense qu'ici, dans la salle, la plupart d'entre vous connaissent la signification de cet acronyme, les troubles du spectre de l'autisme, qui est une terminologie qui permet d'embrasser un petit peu plus toute la diversité des formes que peut prendre l'autisme. Alors, il me paraît d'ailleurs important de rappeler en préambule la prévalence. L'INSERM évalue à 700 000 le nombre de personnes qui sont diagnostiquées avec un TSA en France, soit 1% de la population environ, sachant qu'il y a d'autres études qui estiment que ça pourrait être un petit peu plus. Tous les cas ne sont pas diagnostiqués et qu'on serait entre 1 et 2%. Et ça vous aura d'ailleurs, je pense, pas échappé, on en parle quand même pas mal. On assiste à une augmentation des diagnostics de TSA, en particulier par exemple chez les enfants de 8 ans, que ce soit en France comme au Royaume-Uni, au Canada, dans de nombreux pays. Et il reste néanmoins, je tiens aussi à le souligner, de nombreuses personnes concernées qui ne sont pas diagnostiquées, principalement chez les adultes et également chez les femmes. Et merci d'ailleurs Romain pour la publication que vous avez partagée avec moi. Je cite en effet la docteure Emmanuelle Ouidurand qui, en mars dernier, dans l'article « L'autisme au féminin, une énigme clinique », soulignait ceci. Si les troubles sont plus visibles et externalisés chez les garçons, les outils d'aide au diagnostic, même standardisés, sont probablement plus sensibles à détecter les symptômes au masculin qu'au féminin et peuvent participer à un sous-diagnostic. Voilà, je pense que c'est aussi important à avoir en tête. Donc, il y a donc aujourd'hui une prise de conscience quand même sur le nombre de personnes qui ont un TSA, même s'il y a des limites, comme je l'ai évoqué. Et pourtant, on peut voir que associations comme médecins déplorent un retard évident dans la prise en charge de ces personnes et plus globalement l'adaptation de notre société aux personnes autistes. Et force est de constater qu'en effet, elles rencontrent toujours de nombreux obstacles à l'effectivité de leurs droits. D'abord, dans l'accès à un diagnostic précoce, dans l'accès à un parcours continu de soins, dans la prise en charge en institution ou encore dans la scolarisation ou l'insertion professionnelle. Autant d'écueils qui sont rencontrés, qu'on va aborder ce soir. Il n'est pas rare que les personnes autistes et surtout les familles saisissent la justice pour faire valoir justement leurs droits dans tous ces différents champs. Et de nombreux contentieux d'ailleurs en témoignent. Donc on va aller sur le terrain du droit, qui est presque un peu un champ de bataille actuellement. Et nous allons en parler à une période qui n'est pas anodine, puisque c'est bientôt l'anniversaire des 20 ans de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Par ailleurs, il y a eu dernièrement, le 15 novembre 2024, une loi visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement, donc c'est plus large. Et puis un autre point important, c'est la consultation citoyenne qui a encore lieu actuellement, qui va bientôt se clôturer, je crois, mais on peut encore y participer pour la loi handicap 2025 à venir. On peut soumettre ses idées encore, voilà.
Alors, avec nous, pour nous présenter ces questions d'accès au droit, Romain Routhier, qui est chercheur en droit à l'IFTJ, c'est l'Institut fédératif de recherche sur les transitions juridiques à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. IFTJ, d'ailleurs, que je tiens à remercier pour ce partenariat. Et donc, Romain Routhier travaille plus précisément sur l'axe sanitaire et social de cet institut, un axe dirigé par Madame Stéphanie Rabillet, et axe qui porte le projet, attention, il faut s'accrocher, Interreg Poctefa Tea Pire, que je ne tenterai pas de présenter et d'expliquer tout de suite. Je laisserai à Romain le soin de se faire. Alors, évidemment, on va avoir un temps d'environ une demi-heure, trois quarts d'heure de conférence, et ensuite on aura un temps d'échange. N'hésitez pas à prendre des notes des questions que vous souhaiteriez poser à Romain après et levez la main s'il y a un point qui nécessite pour vous un besoin d'éclaircissement. C'est normal, même en évitant d'être jargonneux, le droit peut être difficile à saisir quand on n'est pas du domaine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Johan pour cette présentation. Merci beaucoup pour cette organisation, parce que je sais ce que c'est que d'organiser des conférences, des tables rondes. Ça demande énormément de travail, on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne sait pas essayer à l'exercice. Et un grand merci surtout pour cette invitation, invitation qui m'honore, et qui m'honore d'autant plus que je ne travaille sur la thématique des troubles du spectre autistique que depuis quelques mois. Alors pour autant, je suis juriste de formation, je vous rassure, enfin, si tant est que ça soit rassurant, et de surcroît, la thématique des droits fondamentaux ne m'est pas particulièrement inconnue, puisque dans mon cursus de formation, j'ai obtenu un master en droit et liberté et contentieux des droits et libertés fondamentaux. Mais il est vrai que c'est après mes travaux de thèse que j'ai terminé en 2023, qui ne portaient pas du tout sur cette question-là, que j'ai commencé à travailler sur la thématique dans le cadre d'un recrutement sur un poste de post-doctorat, un poste de chargé de recherche à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, au sein de l'axe sanitaire et social que Johan vient d'évoquer. Je m'arrête simplement pour quelques instants pour évoquer plus en détail le projet dans lequel je m'inscris. Alors non pas pour faire de l'autopromotion, c'est pas du tout pour cet objectif-là, mais c'est parce que c'est un projet qui est quand même, à mon sens, très important, très intéressant par sa disposition géographique et par les enjeux qu'il permettra, je pense, de mettre en lumière. Donc effectivement, c'est le projet Interreg Poctefa. Alors l'Interreg Poctefa, c'est un grand projet européen cofinancé par l'Union européenne qui porte sur un territoire géographique transfrontalier très particulièrement délimité, puisqu'il intègre l'extrême sud-ouest de la France, le nord-nord-est de l'Espagne et l'Andorre. Ce projet-là, c'est le 5e de sa génération, il y en a eu 4 avant lui, a débuté en 2021, il va s'étendre jusqu'en 2027, et dans le cadre de ce gros programme européen, qui a pour objectif de promouvoir le développement durable, alors le développement durable dans ses dimensions environnementales et sociales, ce qui nous intéresse, nous, sur les dimensions sociales. Dans le cadre de ce grand projet européen, une centaine de projets a été généré, dont le projet TEA-PIR. Alors TEA pour transférer, expérimenter et apprendre sur les troubles du spectre de l'autisme dans les Pyrénées. Donc, alors pour faire simple et rapide, le projet TEA-PIR il consiste à repenser l'accompagnement des personnes avec troubles du spectre de l'autisme dans une logique de meilleure accessibilité aux droits. Et à ce titre, j'ai la charge de la rédaction d'un rapport juridique, c'est une approche juridique, sur l'effectivité des droits des personnes avec autisme, rapport qui doit être remis à la fin de mon contrat, donc c'est-à-dire à l'horizon 2026. Plus précisément, et je n'irai pas plus loin dans les détails sur ce projet, mais je dois réaliser une comparaison de l'offre entre l'Espagne, la France, identifier les problématiques qui s'en dégagent, mais également les éventuels besoins qui ne sont pas couverts ou insuffisamment couverts, et proposer des modèles qui permettront de promouvoir un véritable droit au parcours.
Voilà pour les précisions sur le projet que j'estimais importantes, une fois de plus, non pas pour faire de l'autopromotion, mais parce que c'est un projet assez audacieux et bienvenu, je pense. Pour commencer cette conférence, je vous propose de partir d'une situation banale. Cette situation, j'aurais pu prendre une autre situation, mais elle est assez fréquente aussi. On prend des parents qui constatent que leur enfant présente certaines particularités dans son développement, dans son comportement, sur le plan cognitif, dans le cadre de sa relation aux autres. Légitimement, les parents qui sont inquiets vont se diriger vers leur médecin traitant lorsqu'ils en disposent, puisque bon, toutes les familles n'ont pas de médecin traitant. Quelques examens de routine sont réalisés, rien n'est remarqué de particulier. Puis les signes, les troubles s'aggravent, les parents s'inquiètent encore de manière plus importante et se dirigent vers d'autres spécialistes. Et là débute une période d'errance médicale. Certains auteurs parlent de nomadisme médical, terme que j'aime bien parce qu'il est très évocateur de la difficulté rencontrée par les parents. Cette période donc d'errance médicale qui est justifiée par la difficulté de certains professionnels pour identifier la cause de la souffrance de leur enfant. Pendant ce temps, les parents doivent gérer au quotidien les difficultés de leur enfant, ils doivent se transformer en aidants. De surcroît, l'errance médicale pourra en plus leur être reprochée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Ironie de l'histoire. Une fois le diagnostic enfin posé, qui peut prendre un temps déterminé, il faudra alors se battre pour permettre à leur enfant de jouir de ses droits fondamentaux. Ils pourront être confrontés à un refus d'accueil en classe ordinaire, à une orientation de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui n'est pas adaptée aux besoins de l'enfant, une absence de solution dans les instituts médico-éducatifs, par exemple. Je ne prends que quelques exemples des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Au-delà de la situation des parents, qui est également quand même à prendre en compte, qui sont souvent désespérés, qui posent la question du relayage, sur laquelle je reviendrai très rapidement à la fin de cette intervention, il y a la situation de l'enfant surtout, dont les droits sont méconnus. Question, qu'est-ce que peut faire le droit par rapport à ça ? C'est tout l'objet de cette conférence. Le propos qui va suivre va constituer une forme de synthèse de l'état de mes recherches, limité bien entendu au cas français, je ne parlerai que du cas français. Avant toute chose, j'insiste sur le fait qu'il s'agira bien entendu d'un propos juridique. Le point de vue adopté sera donc celui du droit, avec tout ce que ça emporte comme conséquence. Le droit, c'est un outil artificiel, c'est un outil assez froid de régulation des relations sociales, et il apporte donc parfois des solutions qui sont en apparence froides à des problématiques qui sont souvent très sensibles et délicates. D'où le sentiment parfois qu'on peut avoir un peu curieux quand on voit comment le droit appréhende les faits. Donc je préfère effectivement évoquer ces questions. Et de manière plus générale, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais à titre préliminaire évoquer quelques points que je pense être essentiels pour que vous resituiez bien tous les éléments que je vais évoquer. Quelques points fondamentaux sur le droit. Alors, je ne vais pas faire un cours de droit. D'une part, j'en ai pas les compétences. D'autre part, ce n'est pas l'objet de cette conférence. Mais juste quelques points, très rapidement, qui vont permettre de comprendre les logiques juridiques et qui vont surtout résonner quand on va examiner les solutions proposées par le droit, qu'elles soient satisfaisantes ou qu'elles le soient moins. Donc, je vous propose tout d'abord cette petite partie préliminaire, en quelque sorte, qu'est-ce que le droit ? Et après, on rentrera dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que le droit ? Bon, vaste question, je n'ai pas la réponse. On peut dire quand même, sans trop prendre de risques, sur le plan matériel, le droit, il implique systématiquement et corrélativement l'octroi d'un droit et d'une obligation. Droit et obligation, ça fonctionne ensemble. Autrement dit, toute norme juridique génère un droit subjectif et une obligation. Alors je m'arrête sur ce point-là, très simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un droit subjectif ? On commence à rentrer dans le jargon du droit. Très simplement, ça correspond à un intérêt qui préexiste dans les faits, dans la société, et que le droit va décider de prendre en charge, de labelliser en quelque sorte, en l'érigeant en droit subjectif. Alors, précision importante, bien sûr, il faut que cet intérêt il aille dans le sens de l'intérêt général. Je prends un exemple que j'avais lu dans une thèse que j'ai trouvé très éloquent.
Un cambrioleur, quand il va vider une maison, des meubles et des bijoux, pour lui, il a un intérêt, clairement. Pour autant, le droit ne va pas consacrer comme intérêt légitime et donc comme droit subjectif l'intérêt d'aller dépouiller ses voisins. Bien sûr que non. Donc il faut que cet intérêt-là qui préexiste aille bien sûr dans le sens de l'intérêt général. Et le droit, il prend en compte cet intérêt et il décide d'en faire un droit subjectif. Mais toujours est-il que reconnaître de tels droits à des bénéficiaires n'a de sens que si en contrepartie, on crée une obligation. Alors cette obligation, elle ne va pas incomber à la personne à qui on reconnaît le droit, bien sûr. Elle va incomber à d'autres personnes, à d'autres tiers. Pourquoi ? Pour empêcher que ces tiers agissent ou n'agissent pas et qui viennent ainsi perturber la bonne réalisation de ces droits. Donc on octroie un droit, forcément, corrélativement, on va consacrer une obligation à d'autres personnes pour être sûr que ce droit-là soit bien effectif. Et on touche du doigt finalement la deuxième question que je veux évoquer. Il y en a que 3, ça va aller assez vite. Un point fondamental de la théorie des droits fondamentaux, c'est ce qu'on appelle la garantie des droits. Il ne suffit pas de reconnaître un package de droits aux gens dès leur naissance en leur disant « Regarde, il y a plein de textes juridiques très très bien rédigés, ils te consacrent plein de droits, ils sont tous à toi ». Ça ne suffit pas. Encore faut-il octroyer aux gens, en plus de ces droits, la garantie qu'ils seront effectifs. Ils ont besoin de ça. Un droit, c'est bien, mais il faut qu'il soit effectif. Et cette effectivité-là, cette garantie, elle passe principalement, pas exclusivement, mais principalement, par l'existence du juge, alors quel qu'il soit, le juge administratif, judiciaire, européen, international, mais il faut qu'il y ait un juge avec des voies de recours juridictionnelles, il existe un droit au recours, pour pouvoir intervenir, que le juge intervienne comme recours, pour protéger l'exercice des droits qui seraient méconnus par l'action ou l'inaction d'un tiers, y compris d'ailleurs, petite précision, lorsque ce tiers est l'État. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit. L'État lui-même peut être considéré comme un tiers qui ne respecte pas ses obligations et qui porte atteinte à nos droits. On va voir une résonance particulière ici, évidemment. Alors cependant, c'est à ce niveau que les choses se compliquent. Pour faire simple, le juge considère depuis longtemps que certains droits sont plus justiciables que d'autres. Autrement dit, que certains droits, parce qu'ils sont rédigés de manière floue ou parce qu'ils nécessitent de nombreuses actions positives de la part de l'État pour être effectifs, ils vont être moins susceptibles de produire des effets dans le cadre de recours juridictionnels, ces droits. Voilà, une sorte de droits de seconde zone, en quelque sorte, de droits conditionnés, qui vont avoir une reconnaissance, mais on sent que sur le plan contentieux, ils vont être plus compliqués à faire valoir. Et les droits sociaux sont classiquement rattachés à cette catégorie de droits faiblement justiciables. La justiciabilité, ce que j'appelle par justiciabilité, c'est ce qui est propre à être examiné par le juge. Est-ce qu'un droit est justiciable ? Est-ce qu'un droit peut être examiné par un juge ? Est-ce qu'on peut le porter devant un juge ? Les droits sociaux, malheureusement, dans la théorie générale en tout cas, c'est un petit peu plus compliqué. On verra que la tendance quand même est en train de s'inverser et qu'il y a quand même des éléments qui permettent de nuancer ce propos. Toujours est-il, j'aborde le dernier point qui va nous intéresser dans le cadre de ce propos. C'est celui qui porte sur l'obligation. Je vous ai parlé de l'obligation tout à l'heure. Il existe en réalité 2 catégories d'obligations, ce qu'on appelle les obligations de moyens et les obligations de résultats. Bon, en réalité, il n'y a pas de difficulté, on l'entend à la dénomination. L'obligation de résultat, c'est celle qui impose à la personne à qui elle incombe d'atteindre le résultat. Voilà, vous avez une obligation de résultat, vous êtes obligé d'atteindre le résultat. Si ce résultat n'est pas atteint, votre responsabilité pourra être engagée. Et vous pourrez dire, j'ai tout tenté, j'ai mis tous les moyens en œuvre, peu importe. C'est une obligation de résultat, malheureusement, vous ne l'avez pas atteinte, votre responsabilité peut être engagée. A l'inverse, l'obligation de moyens est celle qui n'impose à son débiteur, à celui à qui elle incombe, que de mettre en œuvre les moyens appropriés pour atteindre le résultat. Donc, autrement dit, s'il n'atteint pas le résultat, mais qu'il démontre qu'il a fait quand même le maximum pour atteindre ce résultat, il pourra se dégager de toute responsabilité, il ne sera pas inquiété. Ces précisions préliminaires apportées, et sauf s'il y a besoin que je fasse de plus amples précisions sur un point, bien sûr, n'hésitez pas, je vous propose à présent d'examiner la façon dont le droit appréhende la réalité complexe de l'autisme.
vu que le propos va être un peu long, une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai quand même décidé de structurer légèrement le propos en 3 points. Tout d'abord, le cadre général de la rencontre droit-autisme, en donnant les grandes lignes. Ensuite, en abordant les difficultés qui se posent. Et sur un 3e point, les solutions. Les solutions avec un point d'interrogation, celles qui sont apportées par le droit, et j'évoquerai surtout la loi toute récente de 2024, mais également celles qui pourraient être développées. Donc tout d'abord, sur le cadre général, je vais vous donner quelques éléments importants. Alors certains peut-être que vous les maîtrisez déjà. Moi en tout cas, dans mon travail, il a fallu que je passe par cette logique-là. Donc c'est celle que je vais vous exposer maintenant. Plusieurs petits points à l'intérieur de cette première partie sur le cadre général. Tout d'abord, c'est celle de la rencontre historique entre le droit et l'autisme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble très rapidement, le droit c'est un phénomène social, ça a été créé, c'est artificiel, c'est pas... et concrètement, des faits préexistent dans la société, des besoins sont éprouvés, des activités sont exercées, et le droit va intervenir pour venir prendre en charge en quelque sorte ces besoins, ces activités, pour les encadrer, afin qu'on ait afin qu'on puisse tout simplement évoluer dans un cadre stable, serein et sécurisé. Les personnes avec les troubles du spectre de l'autisme constituent un bon exemple. Afin d'organiser, de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes avec autisme, le droit doit nécessairement prendre en compte la nature complexe de l'objet qu'il traite et donc de l'autisme. Or, je ne vous apprends rien, je pense. Il existe d'importants débats scientifiques, pour ne pas dire des querelles, portant à la fois sur les causes potentielles des troubles du spectre de l'autisme ainsi que sur les façons d'y répondre. Le droit, nécessairement, quand il va intervenir, il va devoir prendre position. Il n'a pas le choix, il va privilégier une certaine vision de l'autisme. Et je vous propose justement de faire le point sur cette situation-là. Les premiers écrits scientifiques relatifs à des cas d'autisme remontent aux années 40. La paternité de l'autisme est classiquement reconnue au psychiatre Léo Kanner, qui décrivait en 1943 déjà, chez une dizaine d'enfants qu'il qualifiait d'intelligence normale, une forme de repli affectif en matière de communication verbale. Et il a alors emprunté à la psychiatrie adulte, parce que ce terme existait déjà en psychiatrie adulte, le terme d'autisme, qui désignait alors la forme de repli sur soi qu'on pouvait constater chez des personnes atteintes de troubles schizophréniques. En synthèse, on peut dire que les personnes avec autisme se distinguent par une approche différenciée des interactions sociales, par une communication et des échanges avec les autres qui apparaissent plus complexes, et par l'existence aussi d'intérêts et d'activités considérés comme favoris. Alors, ces différences peuvent entraîner bien sûr des difficultés d'adaptation à la vie familiale, à la vie sociale, et des souffrances qui sont générées à la fois chez les personnes concernées, mais également chez leur entourage. L'autisme est un trouble particulièrement difficile à appréhender, au-delà même de toute considération juridique, compte tenu de la grande diversité des formes qu'il peut prendre et de la difficulté qu'il y a aussi à distinguer entre ce qui relève de la personnalité atypique et ce qui relève vraiment de l'autisme. La définition et les critères diagnostiques de l'autisme sont fournis par 2 classifications internationales. On a d'une part la classification internationale des maladies, la CIM-10, qui est produite par l'OMS, et d'autre part le manuel diagnostique et statistique, actuellement dans sa 5e version, qui est produit par l'Association américaine de psychiatrie. Alors, s'il présente des avantages, ça permet d'avoir une sorte de référentiel objectif. Bon, leur application n'est pas toujours chose aisée en pratique. L'autisme est difficile à appréhender également compte tenu de ce que le processus de survenue est multifactoriel. Il n'existe pas une cause déterminée de l'autisme et cette indétermination semble à l'origine des principales difficultés d'appréhension de l'autisme. Un clivage idéologique majeur est rapidement né entre les différents acteurs. On a d'une part les tenants d'une approche psychanalytique de l'autisme et d'autre part les tenants d'une approche
neurodéveloppementales, avec recours aux méthodes cognitivo-comportementales notamment. Très simplement, je ne suis pas spécialiste de la question non plus, j'évoque juste les grandes lignes. L'approche psychanalytique, qui est encore, je pense, largement pratiquée en France, consiste à considérer l'autisme comme un trouble mental. On parle de théorie d'origine acquise des troubles mentaux, qui a pour cause principale, en tout cas, une relation entre la mère et l'enfant qui serait trop fusionnelle. Alors, il est cependant reproché à cette méthode de participer à détériorer les relations entre les parents et les professionnels, également de compliquer parfois les relations entre les parents et l'enfant. Et d'autre part, sur le plan des preuves scientifiques également, la psychanalyse n'a pas en tout cas montré d'effets clairs et notables dans l'accueil, on va dire l'accompagnement et la prise en compte de l'autisme. Les multiples recherches réalisées ces dernières années ont permis de démontrer au contraire l'existence de certaines causes biologiques à l'autisme, remettant ainsi en cause l'origine mentale et acquise des troubles autistiques. Par conséquent, la définition de l'autisme qui a été retenue par le DSM a progressivement évolué au fur et à mesure des révisions afin de prendre en compte cette évolution, même si cette dernière version n'est pas exempte de critiques non plus. En France, la Haute Autorité de Santé offre un cadre solide d'appréhension des troubles du spectre de l'autisme et fournit des recommandations régulièrement révisées en la matière. Alors, si de telles recommandations n'ont pas force de loi, elles ne constituent pas du droit contraignant, d'une part, elles inspirent l'action législative, elles inspirent la loi. Quand on va regarder dans les travaux parlementaires, il n'est pas rare de voir dans les rapports parlementaires des références régulières faites aux recommandations de bonne pratique de l'HAS. Et ces rapports-là vont servir quand même aux parlementaires pour élaborer la loi ou la faire évoluer. Et d'autre part, elles constituent aussi ces recommandations de bonne pratique de la HAS une référence pour l'ensemble des professionnels du milieu sanitaire, social et médico-social, dans la mesure où les formations professionnelles doivent obligatoirement être conformes aux recommandations de l'HAS. À ce cadre non normatif de référence, il y a également un cadre normatif important. Et c'est le second point que je souhaite aborder, l'appréhension de l'autisme par le droit. L'autisme a tout d'abord été considéré, on s'en doute compte tenu de ce que je viens de dire, comme une maladie mentale, à peu près dans les années 60. Ce n'est qu'à partir de la loi Chaussy de 1996 que les troubles du spectre de l'autisme sont considérés comme étant source de handicap. La loi de 2005 relative au handicap considère désormais expressément les troubles cognitifs comme source de handicap, comme un handicap. Les troubles du spectre de l'autisme font partie, comme l'a dit Johan, des troubles du neurodéveloppement, les TND, au même titre que les troubles 10 également, et les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les TDAH. Donc parmi les troubles du neurodéveloppement, on a ces trois catégories en quelque sorte, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles 10 et les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'autisme est donc expressément arrimé, rattaché à la notion de handicap. En effet, l'évolution conceptuelle de l'approche du handicap a conduit à en faire naître une conception davantage sociale, ce qui a influé sur l'appréhension de l'autisme, considéré comme handicap social, voire même, je l'ai vu dans plusieurs productions, le simple style cognitif, c'est évoqué parfois comme ça. Il faut donc, en bon juriste, puisque désormais il y a un rattachement au handicap, se référer à la définition du handicap. La loi de 2005 nous donne une définition du handicap, et sur ce point-là, je pense qu'il pourrait être intéressant, en plus nous sommes nombreux, de vous questionner sur la définition que vous non, je regarde le micro, mais le problème vient de moi. La définition que vous avez, ça sera plus simple, vous, par exemple, du handicap. Je vous livrerai bien sûr celle de la loi et on verra ensemble quels sont les points qui sont à retenir, mais il pourrait être intéressant de voir, vous, qu'est-ce que vous considérez comme étant le handicap. Et je vous donne la parole, en tout cas à ceux qui souhaitent la prendre.
Il n'y a pas de mauvaise réponse, évidemment. Au contraire, je pense qu'on va sans doute avoir plusieurs éléments. Ça ne veut pas dire que le droit est la bonne réponse non plus, d'ailleurs. Et oui, non, ouais, c'est vraiment intéressant de voir. Alors, qui se lance? Ou sans donner de définition, Oui, en tout cas, évoquer les points qui seraient à prendre en compte pour faire une définition. Personne ose? C'est délicat comme question, je comprends. Oui. Une situation qui met un individu en difficulté compte tenu de son environnement. Une situation qui met en difficulté. C'est l'environnement qui met en difficulté. L'environnement, ça c'est ça, intéressant. Je fais référence à la loi de 2005. Désolé. Vous trichez. Oui. Quelqu'un qui ne triche pas? Non, mais c'est une bonne question, effectivement, la notion d'environnement. Ah, attendez, je vous passe le micro. Comment, si ça vous embête pas. Oui, j'ai pas précisé, on enregistre. Ah d'accord. C'est oui, c'est une idée. J'ai perdu mon. C'est le micro, mais c'est le micro. C'est une idée d'adaptation entre l'environnement et la personne, parce que en fait, dans certains cas, on n'est pas handicapé. Enfin, on peut être tous handicapés à un moment dans notre vie, mais c'est l'environnement qui fait que qui nous ralentit, quoi, peut-être, je ne sais pas comment dire ça. On peut avoir des difficultés, mais c'est l'environnement qui fait que ces difficultés-là vont être concrètes et... Genre, les myopes ne sont pas handicapés parce qu'ils ont des lunettes. On n'aurait pas nos lunettes, on ne pourrait rien faire. Est-ce que c'est l'environnement qui fait qu'on a des lunettes ? Ouais. Enfin, je trouve intéressant cet exemple-là, oui. Dans la mesure où on arrive à voir comme quelqu'un qui n'a pas de difficulté parce qu'on a une prothèse. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, on rejoint cette question, effectivement, de lien entre la personne qui est inadaptée ou a un déficit et l'environnement qui l'entoure. Et effectivement, c'est une question importante. C'est la vision sociale du handicap. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter un élément ? Oui. Alors en parallèle, effectivement, du milieu qui peut jouer un facteur dans le handicap, il y a aussi, comme le précisait mon acolyte, un temps où cet handicap peut se déclarer. Il peut être par exemple lié à la scolarité. Dans ces cas-là, une fois dans le monde professionnel, peut s'estomper. Ou à l'inverse, ne pas se déclarer dans la scolarité. Et après, jouer un enjeu majeur du coup, dans l'exercice d'une fonction, dans sa pérennisation, par exemple, dans le temps. Et avec des moyens de compensation, comme, alors là c'était avec les lunettes, mais ça peut être sur un facteur social, sur de l'accompagnement, choses comme ça, devenir une force parfois même. Et le handicap prend une nouvelle tournure avec ces dimensions-là, quoi. L'espace et le temps. Tout à fait, effectivement. Dans le handicap, il n'y a pas forcément de caractère perpétuel, il ne se présente pas, il ne se manifeste pas de la même manière dans toutes les situations, voire il ne se manifeste pas, effectivement, tout à fait. Pardon, oui. Merci. Oui, je crois que la notion de handicap, elle doit quand même aussi se référer à la nature même de l'handicap. Entre ce qui va être le handicap physique ou le handicap plutôt psychique, qui sont quand même deux situations tout à fait différentes dans l'approche, notamment par rapport à l'environnement. Le handicapé physique va avoir beaucoup plus de difficultés dans son environnement. Le handicap psychique va être plus compliqué, d'ailleurs peut-être pas toujours facile. Vous venez de nous en parler suffisamment clairement. C'est pas toujours facile à dépister. Donc on peut avoir quand même là des comportements qui vont être totalement différents. Ce qui est important aussi, je crois que les points qui ont été discutés pour moi sont vraiment essentiels, c'est-à-dire par rapport à ce handicap, comment est-ce qu'on va recoller à la normalité ? C'est-à-dire en fait quels sont les moyens que l'on va avoir. Alors effectivement, pour le myope, la compensation. La myopie reste un handicap, corrigé ou pas corrigé. Elle va rester un handicap parce qu'une fois qu'on est sans ces prothèses, on est vraiment handicapé. Donc là, c'est très très important cet aspect de nature du handicap, des moyens de correction que l'on peut avoir, effectivement, et comment est-ce que l'individu va se comporter par rapport à ces moyens de correction pour rentrer dans la normalité. Mais l'important, je crois, c'est l'origine et le lien par rapport aux normes. Et je crois que c'est ça le problème qui est quelque part, pour moi, important, c'est jusqu'à quel moment on est dans la normalité ou pas. Parce que la question, l'autisme montre particulièrement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, je vois qu'il y a une main qui est levée là-bas. D'accord. Oui, c'est ça. Je voulais dire juste que c'est bizarre quand même qu'on parle de handicap, alors que si on y réfléchit littéralement, c'est une main dans le chapeau. Donc c'est une notion qui a quand même bien évolué
Et c'est la loi qui a permis de donner une définition aussi un peu plus inclusive de ce qu'est le handicap, qui avait avant une très mauvaise image, puisque c'était quelque chose qu'on avait mis de côté. Rien qu'en regardant aussi tous les instituts qui reçoivent des présidents en situation de handicap, ils sont tous mis hors des villes parce que c'est des personnes que l'on souhaite cacher. Tout à fait, effectivement. Vous évoquez l'origine étymologique de handicap, mais c'est assez ironique de savoir qu'effectivement c'est un jeu qui était pratiqué au XVIIe ou XVIIIe siècle et qui évoque toujours ce rapport d'égalité. Oui. Pardon. Qui évoque toujours une recherche d'égalité, cet arbitre-là qui venait évaluer la valeur des objets qui étaient pris dans le chapeau. On retrouve effectivement ça. Pardon, oui, allez-y. Disons aussi que la vision du handicap est parfois, disons, subjective, dans le sens où en fait c'est vraiment une construction sociale, c'est-à-dire que si on a des gens qui sont atypiques ensemble, ils ne vont pas être en situation de handicap puisqu'ils arrivent à échanger ensemble. Donc avoir quelqu'un de neurotypique qui arrive juste à côté, c'est lui qui est en situation de handicap. Oui. Donc au final, les normes qui sont définies, on considère comme valides ou invalidantes, sont finalement subjectives et propres à chacun. En fait. Effectivement, elles dépendent du point de l'angle de vue adopté. Et une dernière participation, et après par contre, je pense que mais pour la prochaine, ok, je crois qu'il y aura une autre question, parce que sinon j'ai peur qu'on ne soit pas forcément dans les temps. Mais c'est super que ça participe. Il y a quand même dans le handicap quelque chose d'assez systémique que je trouve qui est assez éludé par les différents propos. C'est-à-dire que, en fait, oui, effectivement, quand je ne suis pas en société, je ne suis pas forcément en situation de handicap parce que je suis seule. Mais dès que je suis en société, dans n'importe quel environnement social, je suis en situation de handicap, même avec d'autres personnes TSA avec qui on se comprend. En fait, il y a toujours des difficultés qui sont rencontrées quand même. Et c'est plus ou moins simple, ça demande plus ou moins d'adaptation. Mais en fait, la discrimination envers les personnes en situation de handicap et la différence est un peu dans toutes les couches sociales. C'est aussi en ça que moi, je fais vraiment la différence entre ce qui est un handicap de ce que peut être une difficulté passagère, temporelle ou vite enlevée par des possibilités de compensation efficaces. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Tout à fait. Oui, non, c'est très intéressant. Effectivement, il y a la question de... Je vais enchaîner rapidement parce que je sais que le temps tourne. Mais cette question de rapport entre la personne qui présente un handicap et son environnement. Mais il y a aussi une autre question qu'on ne prend pas forcément en compte. C'est peut-être les souffrances de la personne. C'est-à-dire la vision, non pas de la personne vers l'extérieur, mais aussi la vision de la personne de son côté, du côté intérieur, vers elle. Est-ce qu'elle souffre ? Est-ce qu'elle souffre physiquement ? Est-ce qu'elle souffre mentalement ? Il y a aussi cette prise en compte-là qui est importante. Probablement que si on devait réécrire aujourd'hui la définition du handicap, elle serait beaucoup plus longue, je pense. Parce qu'il y aurait beaucoup plus d'aspects, sans doute, à y inclure. Je vais tout de même vous livrer celle qui est actuellement présente dans la loi de 2005. Le handicap défini comme suit. Il s'agit de toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement. Donc on retrouve cette vision de l'extérieur. Le handicap, oui, il se manifeste quand on est dans un environnement. Par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà aujourd'hui la définition qui est consacrée par le droit. Donc, je vous l'ai dit, cette définition, elle témoigne de ce que le droit prend désormais en compte la dimension sociale du handicap, la dimension environnementale, et défend cette idée d'extériorité de la personne, c'est-à-dire la personne qui présente un handicap et son lien avec l'environnement, la société. Comment on peut faire pour que ça se passe mieux ? C'est cette vision-là, cette identité sociale-là,
qui est plutôt mise en avant par cette définition, il y a peut-être aussi une autre question, celle par rapport à la personne elle-même, à ses souffrances. On reviendra dessus peut-être dans les réflexions sur les solutions en dernière partie de cette conférence. Merci pour votre participation en tout cas. Les personnes avec autisme et plus largement avec troubles neurodéveloppementaux sont quand même bénéficient d'une panoplie législative. En tout cas, il y a de nombreuses lois qui sont intervenues sur cette thématique. Je vais juste en présenter deux. Il y en a plus, mais celles qui sont les plus proches de nous. Il y a la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui a instauré depuis le 1er janvier un nouveau service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, sur laquelle je reviendrai, qui est intéressante. Et on a également la toute récente loi que Johan a évoquée en introduction du 15 novembre 2024 qui vise à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants, sur laquelle on reviendra plus longuement dans la troisième partie de cette intervention. Précisons également que l'appréhension juridique des personnes avec autisme implique de se référer, et là on est plus sur l'aspect juridique, à la notion de parcours. Cette notion qui n'est pas définie par la loi, mais il y a une sorte de consensus quand même quand on retrouve les définitions qui sont données par les différentes ARS. Cette notion de parcours désigne la prise en charge globale du patient et de l'usager dans un territoire donné, avec une meilleure attention portée à l'individu et à ses choix, qui nécessite l'action coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire et social, du médico-social et du social. La logique de parcours, elle consiste à rechercher les réponses aux besoins qui sont éprouvés par les personnes malades ou présentant un handicap. Et on distingue, selon la perspective retenue, le parcours de soins, qui est le plus proche sans doute de l'individu, le parcours de santé et plus largement encore le parcours de vie. Dans le cadre de cette conférence, mon propos se limitera à l'échelle du parcours de santé. Alors celui-ci, ça tombe bien, en plus c'est le seul qui est défini par la loi. Je vais pouvoir vous donner une définition juridique. Je suis ravi. Il est défini actuellement dans le Code de la santé publique depuis la loi 2016 relative à la modernisation de notre système de santé. Le parcours de santé, c'est celui qui vise, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, à garantir la continuité, l'accessibilité, la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge de la population en tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de chaque territoire. Cet angle de vue-là permet d'englober à la fois l'information du patient, les différents traitements, l'établissement d'un plan de soins, son suivi et l'accompagnement de la personne et aussi de son entourage. Il poursuit en réalité dans la durée la meilleure prise en charge possible du patient. Ça, c'est l'objectif poursuivi par le parcours de santé. Nous évoquerons alors quelles questions concrètement? On va évoquer celle du repérage, celle du diagnostic, celle de l'accompagnement, on va dire la prise en charge au sens strict de la personne. Je déborderai uniquement, je ferai une entorse à cette règle selon laquelle je reste sur le parcours de santé à une reprise pour évoquer la question de la scolarisation des enfants avec autisme, qui relève alors plutôt du parcours de vie, tout simplement parce que c'est une question fondamentale et une question qui donne en plus beaucoup de contentieux, et ça nous permettra de voir un petit peu quel est le comportement du juge. Point cardinal, troisième point. Point cardinal, si l'on souhaite présenter le cadre juridique général des personnes avec troubles du spectre de l'autisme, c'est la consécration d'une obligation générale, à savoir le droit à une prise en charge pluridisciplinaire adaptée. Je développe un peu. Soulignons d'abord que l'évolution de l'appréhension scientifique et plus largement de la société de l'autisme se répercute en réalité sur son appréhension
juridique. Je vous ai dit que le droit, il devait appréhender et respecter la complexité des objets qu'il prend en compte. Il doit bien évidemment le faire avec l'autisme. Le droit, je vous l'ai dit, par les choix qu'il va faire, il va forcément prendre position et traduire une certaine représentation de l'autisme. À ce titre, le droit semble aujourd'hui désormais opter pour une conception biologique de l'autisme et privilégie les méthodes d'inspiration cognitivo-développementale, et ce, conformément aux recommandations émises par la Haute Autorité de Santé, laquelle a dérecommandé, sans la supprimer pour autant, mais a dérecommandé la méthode psychanalytique depuis déjà 2005. Alors même, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que le droit semble opter pour une conception biologique? Qu'est-ce qui me fait dire ça? En réalité, pas grand-chose. Je n'ai pas beaucoup de preuves à apporter, mais quand même, on retrouve quelques références expresses qui montrent que, effectivement, le droit prend davantage position pour ces méthodes d'inspiration cognitivo-développementale. Je vais vous donner un exemple, je l'ai évoqué très rapidement quand j'ai présenté les deux lois les plus récentes qui concernent l'autisme. C'est l'exemple du parcours de bilan intervention précoce qui est prévu désormais dans le Code de la santé publique et qui permet aux enfants de bénéficier d'un ensemble de bilans et d'interventions afin de poser un diagnostic le plus précocement possible dans le cas d'une suspicion de troubles neurodéveloppementaux. Or, ce dispositif-là, en particulier, est fortement inspiré par les méthodes cognitivo-comportementales, puisque les professionnels de santé qui interviennent dans le cadre de ce parcours-là doivent recourir aux méthodes recommandées par la HAS, qui sont d'inspiration cognitivo-développementale. C'est écrit expressément dans l'arrêté du 10 mars 2021, qui a été modifié en 2024. Un recours a été exercé d'ailleurs devant le Conseil d'État qui a estimé qu'il n'y avait pas de violation de la liberté des praticiens de choisir leur méthode. Effectivement, on a une référence expresse. Les professionnels de santé qui veulent intégrer ce parcours doivent se conformer aux recommandations de la HAS et donc mettre en œuvre les méthodes cognitivo-développementales. On retrouve donc dans le droit dur, c'est-à-dire dans le droit contraignant, une prise de position en faveur de ces méthodes-là. Vous allez me dire, un exemple, franchement, c'est peut-être pas beaucoup. Certes, mais il faut bien avoir en tête qu'il est quand même très rare que le droit impose expressément, en tout cas, le respect des recommandations comme celle de l'HAS. Il y a donc vraiment, à mon sens en tout cas, là c'est moi qui parle, un balbutiement de prise de position formelle pour une méthode plutôt qu'une autre. Et cette méthode-là, c'est celle celles qui sont d'inspiration cognitivo-développementale. Pour autant, et c'est là qu'on arrive sur toute la complexité de l'autisme et sa répercussion juridique, pour autant, le droit il n'interdit pas le recours à d'autres méthodes. D'une part, parce que le Code de la santé publique il consacre la liberté de choix du praticien. On choisit son praticien, on choisit l'établissement de santé, on choisit le mode de prise en charge que l'on souhaite. Il s'agit d'un principe fondamental de la législation sanitaire, d'ailleurs, qui est consacré dans le Code de la santé publique. Donc d'une part, et d'autre part, et surtout, parce que la loi a très rapidement reconnu, enfin très rapidement on va dire, un droit particulier au profit des personnes avec autisme, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire, adaptée à l'âge de la personne et qui tient compte de ses besoins et de ses spécificités. Article L246-1 du Code de l'action sociale et des familles. C'est en réalité la traduction claire et directe de ce que l'autisme n'est pas causé uniquement par un facteur, mais par une multitude que l'on ne connaît pas tous. Et donc, on n'interdit pas toutes les méthodes, on en privilégie timidement une, mais pour autant, le droit n'interdit pas de recourir à d'autres méthodes. Il s'agit donc pour l'État de préserver une liberté de choix quant au type de prise en charge et aux méthodes employées. Et le juge, d'ailleurs, se montre particulièrement précautionneux, surtout le juge judiciaire, du respect de cette liberté de choix. J'ai quelques décisions, je ne vais pas vous les donner, mais la Cour de cassation, qui a eu la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, très régulièrement, effectivement, prend position en rappelant, attention, non, il faut que vous respectiez cette liberté de choix. Effectivement, donc, il faut préserver, l'État doit préserver cette liberté de choix quant à cette prise en charge et à la diversité de la prise en charge.
Toutefois, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire adaptée constitue une obligation à la charge de l'État. Autrement dit, c'est lui qui est responsable de la bonne effectivité de ce droit. La loi Chaussy de 1996 mentionnait que l'État était obligé de mettre en œuvre ce droit eu égard aux moyens disponibles. Voilà, j'ai entendu rien. Effectivement, ce qui sous-entend que si l'État ne disposait pas des moyens suffisants, on ne pouvait pas engager ses responsabilités en cas de prise en charge insuffisante des personnes avec autisme. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit sur le tout premier point sur le droit, ça rappelle vachement ce qu'on appelle l'obligation de moyens. Si j'ai mis en œuvre les moyens qui étaient disponibles et que malheureusement ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ma responsabilité n'est pas engagée. Cette référence aux moyens disponibles, elle a été supprimée par la loi de 2005 sur le handicap et désormais, il n'y a que ce droit et il n'y a plus cette mention eu égard aux moyens disponibles. Dès lors, il semble que l'obligation de l'État de garantir un accueil, un accompagnement pluridisciplinaire des personnes avec autisme semble constituer une obligation inconditionnelle, c'est-à-dire une obligation de résultat. Effectivement, puisqu'il n'y a plus de moyens d'échapper en disant eu égard aux moyens, non. Désormais, il semble ne plus avoir le choix, il faut qu'il mette en œuvre cette obligation qui semble être de résultat. Et toute la question est finalement de savoir, mais jusqu'où va cette obligation inconditionnelle ? Il s'agirait effectivement, en apparence en tout cas, d'une obligation de résultat. Sauf qu'en réalité, si on y réfléchit un peu, pour pouvoir bénéficier de ce droit à une prise en charge pluridisciplinaire adaptée, cela suppose qu'un diagnostic ait été posé. On comprend donc que l'enjeu se concentre tout entier sur cette phase indispensable de la prise en charge, laquelle présente de nombreuses failles, que l'on retrouve également en matière de prise en charge au sens strict, accueil et accompagnement. Donc obligation de résultat, oui d'accord, mais qui est quand même conditionnée par l'existence d'un diagnostic qui doit être posé au préalable. Troisième point sur ce cadre, donc cette obligation inconditionnelle, mais en même temps, on se demande si elle est vraiment inconditionnelle, ou en tout cas jusqu'où elle va. Dernier point que je souhaite aborder, un peu pêle-mêle, je voulais évoquer, c'est cette question de la scolarisation des enfants avec autisme. Un cadre juridique rapide, promis, le droit à l'instruction ou à l'éducation, puisque les deux sont employés un peu comme des synonymes. Le droit à l'instruction pour tous constitue un droit fondamental. C'est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, préambule qui a toujours valeur aujourd'hui, valeur constitutionnelle, également dans la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 2. Il constitue même ce droit à l'instruction une véritable obligation, il se mue en véritable obligation scolaire à la charge des parents qui doivent permettre l'instruction de leurs enfants, mais aussi à la charge de l'État, qui doit rendre ce droit effectif. Alors comment ? Notamment en organisant le système de l'enseignement public. La question de l'instruction, éducation donc, c'est à peu près synonyme, doit être distinguée de celle de la scolarisation. S'il n'existe aucune obligation de scolarisation qui incombe aux parents, l'État est cependant dans l'obligation de permettre à tous les enfants d'accéder à la scolarisation. Il n'y a pas d'obligation à être scolarisé, mais vous avez un droit à être scolarisé. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous devez pouvoir accéder à la scolarisation. Et ça a déjà été consacré par le Conseil d'État il y a déjà, je ne suis pas bon en maths, mais il y a déjà de nombreuses décennies. Depuis la mise en œuvre de la loi handicap de 2005, le droit français rend obligatoire, par principe, l'inscription en école ordinaire des enfants avec autisme, lorsque cela est judicieux, bien sûr. Ce n'est donc désormais que par exception qu'un enfant sera scolarisé en établissement spécialisé. Il s'agira alors de mettre en place les aménagements nécessaires, puisque c'est comme ça que c'est évoqué, permettant à l'enfant de surmonter les difficultés d'accès à l'instruction que son handicap ou ses handicaps génèrent. Le droit français, tout comme le droit de l'Union européenne d'ailleurs et le droit international, vise donc désormais l'inclusion en milieu ordinaire, laquelle constitue
selon les termes même de la Cour européenne des droits de l'homme, le moyen le plus approprié pour garantir les droits fondamentaux de l'enfant. Ce concept d'inclusion que je viens d'évoquer me permet de faire la transition sur le dernier point que je souhaite aborder dans cette première partie, le concept d'inclusion. On le retrouve, cet objectif d'inclusion scolaire me permet d'évoquer donc plus largement ce concept d'inclusion qui aujourd'hui est à peu près omniprésent dans les textes juridiques, dans les rapports, dans les stratégies, dans les guides, dans les plans, et ce notamment à la suite de la promulgation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été promulguée en 2006. On peut poser d'ailleurs là aussi une autre question. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'inclusion ? Comment, pour vous, se matérialise l'inclusion ? Qu'est-ce qu'elle représente concrètement ? Parce qu'effectivement, ce terme, on le voit partout, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et vous allez voir que sur le plan juridique, c'est pas très clair non plus. Mais pour vous, qu'est-ce que vous pouvez entendre par inclusion ? Et là, encore moins que tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. Par contre, on n'en prendra pas trop pour avoir le temps, parce que je pense que dans 7 minutes à peu près, il faudrait qu'on ait un temps d'échange, Romain. D'accord, effectivement. Je sais qu'il reste pas mal normalement, mais je vais accélérer. Ouais. Par contre, ça serait intéressant effectivement qu'on en parle de cette notion d'inclusion, puisqu'elle est très importante. Donc, est-ce que quelqu'un a une proposition de définition ? Je pense, je peux prendre 2 propositions de définition de l'inclusion. Personne ose ? Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont une idée de définition. Je ne voulais pas presser en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, hein, mais c'est plus pour notre conférencier. Non, personne ? Oui, si. Super. Je suppose que c'est prendre en considération les besoins et les difficultés de la personne et de s'adapter à celles-ci. Du coup, l'inclusion, c'est prendre en compte ces difficultés et adapter des solutions en conséquence. Et du coup, c'est pouvoir justement l'inclure, donc rentrer dans ce cercle de normalité. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Et en réalité, c'est à peu près ça. Hein, de ce que je... En réalité, oui, c'est un concept assez flou, tout à fait. Ça consiste à renverser un petit peu la logique intégrative classique par laquelle on attendait un petit peu de la personne avec handicap qu'elle s'adapte d'elle-même à l'environnement qui l'entoure, en l'aidant éventuellement, bien sûr. Mais l'effort venait de la personne. Elle devait, en quelque sorte, pallier son handicap pour pouvoir participer pleinement à la société. La logique inclusive, elle est différente. C'est la société elle-même qui doit s'adapter, se modeler en quelque sorte, pour que naturellement, toutes les personnes, quel que soit leur handicap, puissent spontanément participer pleinement à la société dans laquelle elles évoluent. Donc effectivement, l'inclusion, c'est cette idée-là. Elle suppose que la société doit être adaptée pour que toutes les personnes puissent participer à la société. Donc ça implique de favoriser autant que possible le maintien en milieu ordinaire, bien sûr, et s'agissant de notre sujet, des personnes qui présentent des troubles neurodéveloppementaux et des personnes avec autisme plus particulièrement. Donc l'inclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on réfléchit d'abord en termes d'accès aux droits, finalement, avant de s'intéresser à la question de leur exercice. Bon, pour autant, sur le plan juridique, ce concept d'inclusion est assez flou. Peu de textes y font expressément référence, si ce n'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées, comme je vous l'ai évoqué. On l'a également au niveau scolaire dans le Code de la santé publique, mais on en perçoit encore difficilement les contours. Et finalement, le flou qui entoure ce concept conduit, à mon sens, là aussi, à en faire surtout un guide qui inspire les politiques publiques et qui favorise surtout une vision sociale du handicap dans l'objectif d'atteindre une société où les personnes avec autisme disposent d'un accès aux droits identique à celui des personnes qui ne présentent pas de troubles du spectre de l'autisme. En réalité, le principe qui est consacré par la loi, et ce depuis 1975, merci, c'est en réalité l'accessibilité. Accéder aux droits, c'est en réalité le premier des droits qui conditionne l'effectivité de tous les autres.
Alors il faut bien, cependant, je le précise, se garder d'avoir une conception trop matérielle de l'accessibilité. L'accessibilité, ce n'est pas simplement adapter les bâtiments et les locaux pour que les personnes puissent accéder aux services publics et à tous les bâtiments de manière générale. C'est aussi l'accessibilité sociale, c'est aussi l'accessibilité pédagogique. C'est des dimensions qui sont beaucoup plus larges, là aussi, que la simple accessibilité matérielle. Pour autant, j'essaie d'accélérer en même temps, mais tout en étant cohérent, il le faut. Non, mais en réalité, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce point, donc c'est parfait. Voilà pour le cadre général que je vous souhaitais évoquer avec vous. S'agissant maintenant des difficultés, parce qu'évidemment, il y en a un certain nombre. Je vais évoquer en 2 points. D'abord, et surtout, puisque j'avais dit que je restais là-dessus, sur les difficultés relatives au parcours de santé dans son intégralité. Un certain nombre de droits sociaux existent et jalonnent le parcours de santé des personnes avec autisme, tant dans le cadre du diagnostic et du repérage que dans le cadre de l'accompagnement et de l'accueil. Et la réalisation effective de chacun de ces droits permet de garantir un véritable parcours de santé. Bon, c'est cependant sur ce point-là que le bât blesse. D'une part, nous l'avons dit, le diagnostic constitue l'étape sans doute la plus décisive. Elle est au départ de tout, conditionne l'accès aux droits sociaux associés. Les troubles du spectre de l'autisme se manifestent par une multitude de signaux différents selon les personnes, d'intensité variable, et il n'existe bien entendu aucun marqueur biologique pour l'identifier. Les spécialistes sont aujourd'hui à peu près unanimement d'accord, je précise à peu près, pour dire que le diagnostic doit être réalisé le plus tôt possible, car les chances de pouvoir corriger les troubles sont alors les plus grandes. Ce qu'on appelle communément le diagnostic, en réalité, doit être divisé en 2 étapes qui sont complémentaires. La première, c'est celle du repérage. Elle consiste à identifier les signes d'alerte chez l'enfant qui suggéreraient un potentiel trouble neurodéveloppemental. Alors, les mesures de dépistage en population générale ne sont pas recommandées par la HAS. Par contre, la HAS recommande ardemment le repérage. On observe, il demeure que les inquiétudes des parents ne sont pas toujours bien interprétées par les professionnels, puisque ce sont souvent eux qui sont en première ligne et qui repèrent ces signes-là. Mais effectivement, le repérage est effectivement une étape fondamentale. On y reviendra dessus aussi sur la question de la loi qui a apporté de nouveaux éléments de la loi 2024. On observe également, toujours sur cette étape de repérage, un manque de formation, de sensibilisation des acteurs de première ligne, à savoir le personnel de la petite enfance, de la communauté éducative. Cela a pour conséquence un retard de l'enclenchement du diagnostic et donc forcément un retard dans l'accès aux droits sociaux reconnus à la personne avec trouble du spectre de l'autisme. La seconde étape, en dehors du repérage, qui est complémentaire, c'est l'étape proprement parlée du diagnostic, la démarche diagnostique. Alors là, elle suppose l'intervention de plusieurs types de personnes, ceux de 2e ligne, ceux de 3e ligne parfois, médecins traitants, les centres médico-psychologiques, les psychologues et les psychiatres libéraux aussi, voire dans les cas où le diagnostic est très complexe, on peut également solliciter les centres de ressources autisme ou les centres d'action médico-sociale précoce. Le caractère multifactoriel, une fois de plus, de l'autisme implique une importante coordination entre tous ces acteurs qui interviennent dans le cadre du diagnostic. Or, en pratique, on note une absence réelle de coordination entre ces différents acteurs et une absence aussi de lisibilité de l'offre de diagnostic. Cela produit régulièrement des errances médicales, les parents ne savent pas vers qui se tourner, les diagnostics peuvent parfois paraître contradictoires, et tout cela met à mal l'effectivité des droits reconnus aux personnes avec autisme. Ces difficultés, en pratique, font que les diagnostics sont souvent posés tardivement, en moyenne à l'âge de 5 ans. Or, donc, lorsqu'une aide de la maison départementale des personnes handicapées est requise, les parents doivent réaliser un projet de vie complexe sur le fondement desquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées va octroyer une décision d'orientation qui, dans un certain nombre de cas, va apparaître inadaptée aux besoins de l'enfant. Les difficultés sont alors nombreuses et le chemin à parcourir est long. Une fois que le diagnostic a donc été enfin posé,
la poursuite du parcours de santé implique un accompagnement et un accueil des personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Et là aussi, on observe, toujours à ce niveau aussi, des obstacles importants à l'effectivité des droits des personnes avec autisme. De manière générale, les difficultés tiennent dans l'illisibilité de l'offre de soins, qu'on va retrouver aussi, comme pour les diagnostics, dans son insuffisance sur le plan quantitatif, et surtout, je dirais presque, sur les risques de rupture de parcours, qui sont nombreuses et qui ont des conséquences malheureusement dramatiques. La coordination entre les différents acteurs fait là aussi souvent défaut, et la remontée des difficultés est contrariée par une absence ou une insuffisance de pilotage au niveau national, comme Autisme France le dénonce depuis déjà très longtemps. S'agissant des enfants, s'agissant des adultes, je reviens juste sur les difficultés pour ces deux catégories de personnes. Pour les enfants, le diagnostic reste tardif, je vous l'ai dit, les décisions d'orientation sont souvent inadéquates, elles sont en plus très souvent assorties d'un plan B, parce qu'ils savent que le plan A, malheureusement, les parents ne vont pas pouvoir réussir à trouver, faute de solutions dans les différents établissements, dans les instituts médico-éducatifs ou dans les CESAD. Les enfants avec autisme ont souvent aussi besoin de l'assistance d'un ou d'une AESH, une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Là, les heures octroyées sont souvent insuffisantes. Les AESH eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a aussi des hommes, dénoncent régulièrement une charge de travail démesurée. Ils doivent passer très rapidement d'un enfant à l'autre, et auquel il faut rajouter également un manque de formation qui est régulièrement dénoncé quant aux spécificités des troubles du spectre de l'autisme, et là aussi un manque important de coordination. Du côté des adultes, les difficultés sont un peu différentes. Les principales, elles tiennent au risque d'isolement social, qui est très marqué. Absence d'emploi, absence de formation professionnelle, très peu de services d'autonomie à domicile, et on retrouve également d'importants manques de solutions en hébergement adapté. Il y a des besoins très importants en structure d'accueil de jour, mais aussi en foyer d'accueil médicalisé ou en maison d'accueil spécialisée. Les deux types de structures doivent être préservés car ils répondent à des besoins qui sont différents, et il faut bien sûr préserver. On a un gros manque sur ce plan-là. Très bien. Point suivant sur les difficultés, parcours de santé. 3 minutes, elles sont longues ces minutes. Comme ça. Bon, très bien. Oui, ça va aller. Je vais aller un peu plus vite sur le contentieux. C'est dommage, mais c'est pas grave. Sur le contentieux, je veux aborder la question du contentieux quand même. Le taux de non-scolarisation des enfants avec autisme est aujourd'hui important, 27% en 2023. Et en plus, la grande majorité de ceux qui sont scolarisés le sont, la grande majorité, une part importante en tout cas, le sont au sein même de l'institut, de l'unité éducative ou de la structure où ils sont placés. Alors, face à l'ineffectivité du droit à la scolarisation en milieu ordinaire, les familles se tournent alors vers le juge en disant qu'il va peut-être pouvoir intervenir et faire en sorte que ce droit soit effectif. Alors, je vous expliquais que, effectivement, le juge, c'est la garantie des droits, il doit intervenir pour ça. Le contentieux, il porte principalement sur la prise en charge pluridisciplinaire. Je vous l'ai dit, obligation inconditionnelle à la charge de l'État. Cette prise en charge, elle peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique, social. En pratique, on retrouve surtout du contentieux en matière scolaire et en matière d'accueil en structure spécialisée. Ces deux questions sont bien différentes, sont deux volets différents, mais en réalité, elles sont quand même assez consubstantielles finalement au droit à une prise en charge pluridisciplinaire. Le plus souvent, on va faire simple et rapide, il s'agit de recours en responsabilité qui sont exercés pour carence fautive de l'État. Ces recours contestent l'absence de solution en institution spécialisée, tantôt l'orientation de leur enfant vers un établissement scolaire qui n'est pas adapté. Or, je vous l'expliquais, ces deux volets de la prise en charge des personnes avec autisme mettent en jeu des droits sociaux dont la justiciabilité est appréciée délicatement par le juge. On retrouve en conséquence des contentieux qui peuvent paraître décevants. On a du contentieux de la responsabilité, encore faut-il démontrer la faute qui a été commise, et la charge de la preuve est particulièrement difficile. Je vous donne un exemple simplement, parce qu'il nous restait 2 minutes. Par exemple, il faut qu'ils démontrent, les parents qui sont sollicités,
un nombre très important d'instituts médico-éducatifs, je prends cet exemple-là, pour prouver au juge qu'il n'y en avait aucun véritablement qui pouvait prendre en charge l'enfant. J'ai même lu un référé, une décision qui disait peut-être aux parents qu'il s'agirait de voir s'il n'y a pas autre chose un petit peu plus loin que chez vous. On a vraiment, on voit que sur le plan contentieux, c'est quand même assez réservé. Sur le plan donc, de la responsabilité, ça fonctionne parfois, mais la preuve est difficile, la preuve de la faute. On peut engager la responsabilité de l'État, mais c'est compliqué. Et en plus, évidemment, la solution, ça va être quoi? Ça va être une réparation en dommages et intérêts. Donc, malheureusement, ça ne va pas rendre effectif le droit. On va juste, en quelque sorte, s'excuser. L'État va s'excuser en payant de ne pas avoir respecté son droit. Sur le plan des référés, qui sont des procédures qui permettent d'obtenir des décisions plus rapidement quand la situation d'urgence est caractérisée, c'est encore plus décevant parce que dans ce cas-là, le juge estime que ce n'est pas de son rôle, il n'est pas administrateur, il n'est pas à la place de l'État, et donc il refuse d'ordonner le plus souvent à l'État de créer de nouvelles places ou de placer ou d'ordonner à un institut, par exemple, de prendre en charge l'enfant. Il estime que ce n'est pas son rôle. Donc il reconnaît parfois les difficultés, mais malheureusement, il n'y a pas d'effet concret. Bien que les choses pourraient évoluer, parce que le juge administratif, il a un pouvoir d'injonction, il peut ordonner des choses, il peut ordonner à l'État d'agir dans une certaine façon, mais pour l'heure, en tout cas, ce n'est pas trop utilisé. Sur le plan de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un petit peu plus exigeant, le contentieux est un petit peu plus positif. On a cette décision Dupin contre France de 2018 qui sans doute dans laquelle la Cour a jugé qu'elle n'avait pas à définir, qu'elle n'avait pas elle-même à définir les moyens à mettre en œuvre, car les autorités nationales sont mieux placées. Donc là, on a une décision un peu décevante, où on a l'impression qu'elle s'est un petit peu retranchée derrière ce pouvoir qu'elle n'a pas, elle ne veut pas se mettre à la place de l'État. Donc une décision un peu décevante. Pour autant, dans une décision ultérieure, GL contre Italie en 2001, la CEDH avait réalisé un contrôle plus approfondi. Elle est allée voir vraiment si on avait mis en place des aménagements raisonnables. C'était l'Italie en question. C'est vrai que l'Italie, en matière d'inclusion scolaire, est quand même relativement plus avancée qu'à peu près tous les pays de l'Union européenne. Mais effectivement, là, la Cour européenne des droits de l'homme avait réalisé un contrôle plus approfondi. Elle a regardé si vraiment l'État avait rempli sa mission qui s'était imposée par la loi, et elle a estimé que non, en l'espèce. Les aménagements n'étaient pas suffisants. Bon, après, peut-être que ce contrôle-là était adapté au cas italien. Il serait intéressant, peut-être que la Cour européenne crée une sorte de standard qu'elle impose à tous les États et qu'elle ne fasse pas un peu une sorte de... en fonction de la législation de l'État, voyons si le contrôle est peut-être encore un peu timide. Elle gagnerait peut-être à déterminer certains standards. Ensuite, dernier point, ce n'est pas vraiment un juge, mais ces décisions sont intéressantes quand même et très importantes. Le Comité des droits sociaux, qui applique, lui, la Charte sociale européenne, donc au niveau de l'Union européenne, les décisions sont là encore extrêmement plus critiques. Il dénonce souvent que la France manque à ses obligations en matière de droit à l'éducation. Trop d'enfants avec autisme n'ont pas accès à une scolarisation efficace, en classe ordinaire, pardon. Même si le comité reconnaît qu'il y a la mise en place d'une éducation inclusive, c'est quand même quelque chose de très compliqué, qu'il faut que ça se fasse progressivement. Le comité des droits sociaux rend des décisions assez irritantes, on va dire, pour l'État sur la question. Des évolutions sous l'impulsion de ces décisions ont été observées, mais bon, malgré tout, de nombreuses carences subsistent. C'est intéressant parce que le comité des droits sociaux, il garantit, comme il le dit, des droits concrets et effectifs. C'est sa mission qui se donne. Malheureusement, ce n'est pas un juge. Il n'a pas le statut de juge, ce n'est pas un tribunal. Et bon, c'est un peu compliqué. Alors peut-être que d'ailleurs, on pourrait élargir la compétence de la CEDH, de la Cour européenne, à la Charte sociale européenne. Mais bon, ça, malheureusement, ce n'est ni dans mes prérogatives, ni dans mes compétences. Troisième point, peut-être le plus important, sur les solutions apportées. Quelles solutions? Alors, je vous propose quelques remarques particulières dans un premier temps, notamment sur la loi de 2004, et après quelques remarques très courtes, générales. Tout d'abord, malgré les obstacles et les difficultés que nous avons mis en avant, il faut quand même noter quelques pistes d'amélioration, en particulier apportées par la loi du 15 novembre 2024 qui vise à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes qui présentent des troubles du neurodéveloppement,
qui favorise le répit des proches. Il faudra bien sûr voir si ces dispositions-là produisent des effets concrets, mais en tout cas, il y a quand même quelques évolutions. D'abord, sur le repérage, le parcours de santé est renforcé. On a 2 examens qui vont être obligatoires désormais pour tous les enfants, à 9 mois et à 6 mois, dont l'objectif est de repérer éventuellement l'existence de troubles neurodéveloppementaux qui sont entièrement pris en charge par la sécurité sociale et qui seront réalisés par un médecin qui est formé à ce titre, bien évidemment. Enfin non, bien évidemment, rien n'est évident. Une formation est également prévue au profit du personnel des crèches qui sont en contact régulier, qui sont en première ligne avec les enfants, qui seront sensibilisés à cette question, qui jouent un petit peu le rôle de sentinelle. On peut également noter sur ce point-là, sur le repérage, le rôle très important des plateformes de coordination d'orientation, les PCO, dans le repérage des troubles neurodéveloppementaux. Entre 2018 et 2022, elles ont quand même permis le repérage et l'accompagnement de 55 000 enfants. Elles interviennent avant qu'un diagnostic soit posé, en attendant, et leur travail est assez remarquable. Elle mériterait d'ailleurs d'être renforcée en moyens. Sur le plan du diagnostic désormais, à proprement parler, on est sur le repérage. Le service que j'ai évoqué tout à l'heure, repérage, diagnostic, intervention précoce, parcours de bilan de la loi de financement de la sécurité sociale de 2024 a été complété à la marge, mais il a été complété. Et la loi semble également poursuivre une meilleure coordination des acteurs, laquelle faisait défaut aujourd'hui. On verra ce que ça va donner en pratique, bien sûr. En tout cas, il y a une tentative. Au-delà de la loi, il convient de rappeler qu'il existe aussi des droits procéduraux, souvent inconnus, qui permettent de garantir dans une certaine mesure les droits sociaux qui sont matériels. On a des garanties, en quelque sorte, de procédures qui permettent de garantir ces droits matériels et qui sont souvent méconnus. Un exemple peut-être un peu bête, mais qui n'est pas tant que ça, lorsque les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se réunissent pour prendre la décision d'orientation, les parents, ils ont le droit d'y participer. Ils ont le droit de faire la demande par écrit et de participer et de faire valoir les particularités de leur enfant. C'est un droit qui n'est quasiment jamais exercé. Il existe. C'est un exemple parmi d'autres. Mais il ne faut pas oublier ces droits procéduraux, ce qui montre que pour exercer des droits, la première règle, c'est de les connaître aussi. S'agissant de la scolarisation, qu'est-ce qu'a apporté la loi du 15 novembre 2024 ? Elle prévoit, et je suis à la page 28, c'est la dernière, prévoit un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire qui doit être créé en primaire dans chaque circonscription académique. Même chose pour le secondaire dans chaque département. Et enfin, la loi impose la création d'un référent pour l'inclusion des élèves avec troubles neurodéveloppementaux dans chaque établissement. Ce qui est intéressant aussi. S'agissant des remarques un peu plus générales, et je reprends les propos d'une avocate que j'avais contactée qui travaille beaucoup sur la question, il ne faut pas oublier que l'autisme peut parfois empêcher une personne d'être. Je vous livre un exemple tout récemment lu dans un article de droit médical qui m'a fait prendre en compte pas mal de choses. Un enfant souffrait d'autisme sévère et il développait depuis quelques jours des signes particuliers, des crises particulières. Il se tenait la tête entre les mains, il se balançait souvent, des troubles qui n'étaient pas habituels. Il consulte. Évidemment, tous les médecins suspectent une aggravation des troubles, donc ils font des examens et tout, rien de particulier. Et puis, il y a quand même un spécialiste qui dit, mais est-ce que cet enfant, il n'aurait pas mal, juste ? Et en fait, l'enfant, il avait une rage de dents. Ce qui montre quand même que cet exemple, il est quand même assez évocateur de l'existence de cette double dimension que j'évoquais tout à l'heure quand on parlait de la définition du handicap. Oui, il y a bien sûr le trouble, il y a bien sûr le handicap, il y a la question du lien avec l'environnement, mais il y a aussi la question de la personne elle-même et de ses droits. Une personne avec autisme peut avoir des rages de dents. C'est ce que j'ai retenu de cet article. Et c'est quand même assez curieux qu'on n'ait pas cette dimension spontanément dans la tête des praticiens et qu'on passe parfois à côté de choses plus naturelles presque, effectivement. Donc cette vision peut-être double à la fois vers l'extérieur, c'est-à-dire la personne avec handicap vers l'environnement, mais aussi par rapport à elle-même, l'intériorité de la personne, son identité psychique à elle, méritait d'être prise en compte par le droit et peut-être qu'il faudrait trouver un équilibre un petit peu plus subtil. Il y a quelques éléments qui montrent cette évolution, mais aujourd'hui on favorise quand même très largement cette vision environnementale qui est très importante, bien évidemment,
mais il ne faudrait peut-être pas oublier les autres. Les soins somatiques peuvent constituer une première réponse. Je vous remercie, j'ai un peu dépassé. Merci. Bon, on a quand même un tout petit temps pour des questions, donc oui, ça marche. Je vous donne le micro. Je voudrais revenir sur la notion de diagnostic qui paraît un peu centrale sur ce que vous avez dit. Vous l'avez dit plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait qu'un diagnostic est valide selon la loi ou pas, puisqu'on est quand même sur un trouble où on a je vais parler d'un cas d'une femme adulte, où on a un pré-diagnostic par un psychologue, et puis après, la MDPH demande un deuxième diagnostic par un service particulier ou par un service qui coûte très très cher. Pourquoi, sur ce trouble-là, on a des diagnostics qui sont valables et pas d'autres, et qu'est-ce qui fait d'un diagnostic qu'il est valide? J'ai été claire. Vous avez été très clair et malheureusement, je suis un peu embêté pour répondre. Qu'est-ce que c'est que la validité d'un diagnostic? Effectivement, voilà, la question, c'est surtout quand on prend le diagnostic et qu'on va devant la MDPH. Là, effectivement. Quelqu'un a apparemment la réponse. Oui, j'ai la réponse. En fait, le diagnostic en France, il doit être posé par une équipe pluridisciplinaire obligatoirement, ce qui inclut au minimum une psychologue et une psychiatre. Même si le diagnostic est passé en libéral, il faut qu'il y ait un médecin qui le valide, et en l'occurrence un psychiatre, sinon la MDPH, peu importe le département, ne reconnaîtra pas le diagnostic. Merci beaucoup pour cette réponse. La question, est-ce que vous parlez d'un exemple dans le cadre où j'imagine la MDPH a refusé un diagnostic qui lui a été présenté, c'est ça? Et vous aviez, c'était pour quel motif? Parce que c'était... Parce que ça n'a pas été fait par le service de Niort. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. Par le CRA. Ah oui, Oui, d'accord. Ah oui, j'ai le CRA, moi je vais plus vite. D'accord, oui, effectivement. C'est une excellente question. Je ne pourrais pas vous apporter la réponse. Dans l'hypothèse où le passage par un CRA n'est pas obligatoire, on est bien d'accord, c'est compétent, voilà, déjà, effectivement, cette liberté. Et puis, il n'intervient que pour les diagnostics, normalement, les complexes, où justement, il y a déjà des difficultés de diagnostic contradictoires derrière. Donc là, je ne comprends pas très bien la solution qui a été opposée parce que ce n'est pas passé par le CRA. Voilà, mais c'est vrai que la question de la validité, là, je ne pourrais pas vous répondre davantage. Le droit, en tout cas, n'est pas équipé pour... Je vous passe le micro. Au-delà de cette question. J'ai juste une petite question pour vous, madame. Est-ce que c'était un pré-diagnostic ou un diagnostic? C'était un pré-diagnostic qui était posé ou un diagnostic? Parce que le psychologue ne fait pas de diagnostic. Il est en pré-diagnostic et c'est pour ça que ça peut être accepté. Je comprends tout à fait, mais même nous, en tant que psychologue, on est impacté par ça et nous, on n'a pas le droit de faire de... Pour l'instant. Je ne peux pas vous apporter plus d'éléments, je suis désolé. Oui. Ah, pardon, vous n'avez pas parlé. Oui, si, je vous donne le micro. Si. Pardon, allez-y. Oui, par rapport à l'inclusion, vous parliez qu'il y avait une augmentation d'inclusion scolaire dans le milieu ordinaire. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport au niveau maternel, primaire Alors, sur la distinction maternelle-primaire, non. Il y a, selon les chiffres que j'ai pris dans un rapport parlementaire sur la loi, environ 40 000 enfants. On en a à peu près... attendez, j'ai les chiffres exacts, je ne vais quand même pas faire de tête. On a de mémoire... sur ces 42 000 enfants, on en a 34 000 qui sont scolarisés en milieu ordinaire, alors selon avec assistance, voilà. Sur ceux-là, on en a 8 000 qui sont en ULIS et on en a 12 000 qui sont scolarisés en structure. Ça, malheureusement, je n'ai pas. Ouais, j'ai pas le détail, malheureusement. Vers les hautes. Est-ce que le
Alors, je n'ai pas les chiffres. Par contre, en maternelle, effectivement, on a par exemple un taux de scolarisation qui est absolument extrêmement bas. Voilà, par exemple. Ce qui peut, voilà. Mais je n'ai pas les chiffres, par contre, pour distinction collège, lycée, primaire. Non plus. Là, non, j'ai pas ces chiffres-là. Non, désolé. Donc j'ai bien entendu, j'ai bien saisi tout ce qui avait été mis en place pour la scolarité notamment. Je sais qu'il y a beaucoup de budgets qui avaient été mis en place ces dernières années pour favoriser l'inclusion dans les différentes classes. J'aimerais savoir aujourd'hui si cette loi de 2024 prévoit d'aider aussi l'inclusion dans le milieu professionnel des personnes avec TSA sans déficience intellectuelle. Est-ce qu'il y a des projets ou est-ce que c'est en train de se mettre en place ? Alors, sur la loi en question de 2024, non. Dans les dispositions, non. Non. La loi, vous pouvez la voir, elle est relativement courte. Elle ne porte pas sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette consultation qui est organisée par le comité national consultatif des personnes handicapées devrait probablement aboutir à des suggestions, des propositions en ce sens. À l'heure actuelle, bon, la stabilité politique fait que c'est un peu plus illisible aussi sur le plan législatif. Je ne vois rien dans les... Voilà, non, malheureusement. Dans la loi, non. Peut-être que le résultat de cette consultation nationale feront qu'on aura des propositions en ce sens, à condition qu'elles soient suivies aussi sur le plan législatif. Oui, on peut prendre une question. Vous avez le micro ? Oui, j'ai le micro. Parfait. Alors, c'était justement au niveau du droit. On parle beaucoup de droit, finalement, de l'État, etc. Et le droit des personnes autistes, finalement, on en parle assez peu. Alors déjà, le droit de choisir un mot. C'est vrai que le mot inclusion peut faire débat, parce que l'étymologie, c'est emprisonnement du mot inclusion. Donc, quand se sentir inclure, finalement, inclus, peut déjà générer une forme de différence vis-à-vis des autres, et les autres voient finalement la personne arriver comme quelqu'un de différent, ce qui pour moi est déjà excluant de prime abord. Le mot acceptation serait peut-être un peu plus, pour moi, favorable aux personnes autistes. Mais c'est surtout au niveau des droits. Alors là, je parle en tant qu'adulte, on peut être confronté aussi à des besoins, nos propres besoins, une chambre hyposensorielle par exemple, ou un enveloppement. Or, aujourd'hui, on tombe souvent sur des professionnels qui disent « mais nous, on ne peut plus faire ça, on ne fait plus ça », et qui finalement vont nous orienter vers des besoins qui ne sont pas les nôtres. Ma question, c'est est-ce qu'une personne autiste, au même titre que les autres, a des droits en ce qui concerne sa propre santé, ses propres besoins ou pas ? Vous faites référence peut-être à la question de l'autodétermination ? L'autodétermination, oui, effectivement, mais dans le sens vraiment du droit. Est-ce que la personne peut demander, et est-ce que c'est un droit finalement d'avoir accès à son besoin ? Oui, effectivement. Qui n'est pas forcément dans l'air du temps. Pas forcément dans l'air du temps. Les enveloppements, par exemple, aujourd'hui, on n'en fait plus dans les hôpitaux. Non, mais certaines personnes en ont grandement besoin et vont. Alors, je sais que ça se pratique un peu, mais trop rarement, finalement. Oui, l'autodétermination de la personne avec handicap, c'est une question extrêmement délicate, sur l'autisme également. Il faut regarder surtout du côté de la Convention internationale, là aussi, des droits des personnes handicapées, qui porte particulièrement sur cette question de l'autodétermination. Qu'est-ce qu'on entend déjà par autodétermination ? Ce n'est pas seulement le fait de prendre des décisions, c'est surtout, non pas surtout, mais c'est aussi tester, expérimenter, avoir des préférences, exprimer des refus. C'est extrêmement large finalement comme question, ça rentre totalement là-dedans. Quelle place on donne au choix de la personne ? Et ça rejoint un petit peu cette question de il ne faut pas oublier que l'autisme empêche parfois d'être une personne, et ça malheureusement on le voit encore trop. Le droit concrètement, comment pourrait-il intervenir là-dessus ? C'est assez délicat. On a en droit interne, malheureusement, il y a des éléments, mais très peu. Finalement, il faut une fois de plus regarder toutes les perspectives qui sont offertes par cette Convention internationale des droits des personnes handicapées.
il y a beaucoup d'espoir. Je reviens encore là-dessus, ce n'est pas une réponse facile. C'est que cette consultation nationale du Comité national consultatif devrait mettre en avant ces questions qui ont été pendant un grand moment laissées de côté. La question de l'autodétermination au sens large, ce que vous évoquez, mais également au-delà. Donc je ne peux pas vous apporter plus de précision que ce que j'ai évoqué, parce que malheureusement il n'y a pas. Mais pour autant, une fois de plus, du côté de la Convention internationale des droits des personnes, relative aux droits des personnes handicapées, il y a beaucoup de matière à réflexion, il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Et je pense que c'est justement tout l'intérêt de cette consultation nationale, de mettre en avant ce qui n'a pas été fait, et éventuellement par de nouveaux... alors je ne sais pas comment ça pourrait concrètement prendre forme, parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais effectivement, le droit pourrait intervenir, traduire ces évolutions-là, cette prise en compte de l'intériorité de la personne, une fois de plus, et pas seulement de sa place dans l'environnement, et concrètement développer et mettre en avant ce droit à l'autodétermination-là. Mais c'est une question, là on ouvre effectivement des perspectives qui sont extrêmement larges. Je vais prendre une dernière question parce que... c'est une question plus pragmatique, puisque je n'avais pas tout compris pour faire en fait le repérage. Donc on parle de bilan précoce et de suspicion d'autisme. Et du coup, qu'est-ce qui fait autorité pour dire il y a suspicion d'autisme, pour ensuite pouvoir faire valoir ce droit-là? Par exemple, pour un enfant qui est en CMPP, qui a encore une vision très archaïque de la psychanalyse plutôt que justement du cognitivo-comportemental, du coup, comment on peut leur faire comprendre que non, en fait, ils n'ont pas pris le bon prisme, et saisir qu'en fait, il y a bien d'autres troubles qui ne sont pas de l'ordre c'est la faute des parents, c'est la faute de la maman et de l'éducation, etc. quoi. Alors, j'essaie juste parce que j'ai peur de ne pas avoir très bien compris votre question. Comment, en fait, on fait prendre conscience aux personnes concernées elles-mêmes ? C'est-à-dire, quel médecin, quelle structure dit il y a suspicion d'autisme, et donc après, pour pouvoir lancer le parcours, comme vous dites tout à l'heure, diagnostic, oui. Voilà, de diagnostic, et surtout d'appliquer plutôt la méthode de l'autorité de santé. Ça, c'est la grosse difficulté, c'est celle de l'illisibilité de l'offre. Voilà. Vers qui se tourner en priorité Personne n'est là. Il y a un manque d'informations criant qui est donné aux familles. La famille a des suspicions, très bien. Vers où elle va se tourner ? Il y a à peu près autant de solutions. Je dois rencontrer prochainement, dans le cadre de notre projet, une association importante, 2 associations importantes, Gautene en Espagne, qu'on a rencontré déjà, et Autisme pour Béarn, pour rencontrer justement des familles. Et concrètement, dire quel parcours vous avez suivi. Et je suis déjà persuadé que je n'aurai pas de réponse identique. Il y a absolument, il y a pas de parcours de diagnostic. Il y a pas, c'est quand même, il y a plein de solutions, mais malheureusement, il n'y a rien qui peut guider précisément. Il faudrait une information, et ça fait partie, ça aussi, du parcours de santé, l'information du patient sur tout ce qui existe, sur les façons, sur ce qu'on va leur faire, ce qu'on va évaluer, les résultats qu'on va leur apporter, ceux qui vont pouvoir en faire. Ça n'existe pas aujourd'hui. On a quand même un gros souci sur cette étape-là qui est, je le répète, l'étape cardinale. C'est d'elle dont va dépendre cette fameuse obligation inconditionnelle de l'État de prise en charge pluridisciplinaire adaptée. Et on a un gros problème d'illisibilité de l'offre. Pourquoi ? Par cet éclatement, en réalité, de l'offre, et le fait qu'il n'y a rien pour faire un choix éclairé. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais malheureusement, c'est... Mais si c'est une réponse négative, et je suis désolé, on va devoir arrêter là-dessus, voilà, Très parce bien. que je me donne d'arrêter à peu près à 20h. Je vous remercie. Je vous Merci remercie à vous pour votre accueil. Romain Routier, je remercie l'IFTJ donc pour sa participation. Je remercie l'équipe technique. Éventuellement, vous pourrez retrouver quand la vidéo sera diffusée, si vous voulez avoir des références bibliographiques. Oui, Romain en mettra quelques-unes voilà, sous la vidéo. Et puis également pour vous dire que le jeudi 10 avril, on organise un autre événement dans le cadre de ce cycle humain recomposé, où on parlera de transplantation et des enjeux éthiques avec une table ronde où seront présents plusieurs spécialistes. On parlera évidemment de questions éthiques et également des artistes qui
réalise une pièce sur ce sujet et qui sera présentée la même semaine. Voilà. Bonne soirée. Merci.